Check it. Bonjour et bienvenue dans AFIP Podcast, le podcast qui prépare votre avenir en répondant à toutes vos questions. Je m'appelle Anaëlle Kari, je suis chargée de communication et je suis très contente de vous retrouver dans le studio AFIP. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne tout le monde, mais dont on ne mesure pas toujours les impacts, l'intelligence artificielle. On en entend parler partout. Elle promet de nous faire gagner du temps, d'aller plus vite, d'être plus efficace. Mais dans le monde de l'enseignement supérieur, la réalité est parfois plus nuancée. Au programme de cet épisode, on va notamment voir pourquoi l'IA peut donner une illusion de compréhension, comment elle peut fragiliser certains apprentissages, en quoi elle transforme notre rapport à l'effort et à la réflexion, et surtout, comment bien l'utiliser pour réellement progresser. Pour en parler, je suis avec Justina Bozenska, experte et référente IA à l'AFIP. Bonjour Justina. Bonjour Anaëlle. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode d'AFIP Podcast. Aujourd'hui, on entend partout que l'IA est une révolution. Elle permet d'aller plus vite, d'obtenir des réponses immédiatement. Mais concrètement, dans une formation, qu'est-ce que ça change vraiment chez les étudiants ? Alors en effet, ça change beaucoup parce que le vrai problème, le vrai danger, c'est que en fait, c'est vraiment une illusion de compétence. On a l'impression que, puisque le résultat il est immédiat, on se dit oui, le résultat, il arrive tout de suite. Donc en fait, c'est bon, je connais mon sujet. Alors qu'il n'y a absolument aucune preuve que l'étudiant il a compris. Donc, s'il ne peut pas prouver qu'il a compris le cheminement logique, en fait, son expérience est nulle. Et en fait, ce qu'on sait maintenant, on sait maintenant comment l'intelligence artificielle a influencé l'apprentissage. C'est que, en fait, certes, ça va plus vite, mais on a l'impression qu'on a tout compris, mais c'est seulement une illusion. Et ça se voit très bien quand on a affaire à des examens, à des parcours longs. On n'arrive pas à exprimer, à expliquer ce qu'on a déjà fait, généré par IA. Et ensuite, si à l'examen, le jury pose des questions, on n'arrive pas à expliquer parce qu'on a déjà fait la génération des contenus avec Claude, avec ChatGPT, avec Gemini. Mais les sujets de fond, on ne le connaît pas du tout. Donc, on ne maîtrise pas son sujet. Tu parles justement d'illusion de compréhension, mais du coup, comment on explique que certains étudiants qui semblent réussir avec l'IA au quotidien se retrouvent en difficulté, voire en échec au moment des examens ? Alors, quand tu sors avec IA au quotidien, en fait, personne ne les force à donner des preuves de quoi que ce soit. Donc, ils exécutent des prompts qui ne sont pas vraiment des prompts, c'est plutôt des phrases, des commandes. Ils se reformulent tant qu'ils veulent. Ils reçoivent des informations. Ils ont l'impression seulement qu'ils ont réussi quelque chose. Ils peuvent tout à fait, ce qu'on appelle, tricher. On fait des exercices à la maison. On va servir de l'IA. On se donne l'impression qu'on a réussi de faire un exercice. Et en fait, moi, à chaque fois quand j'évoque le sujet de IA dans les formations, ou même dans le travail au quotidien, moi, j'ai toujours l'impression de tricher. J'ai toujours l'impression de jouer un peu avec le feu, de ne pas être complètement honnête. Donc, je me dis, voilà, il faut dire aux gens que je travaille avec l'IA. Mais il faut donner quand même l'exemple. Il faut montrer qu'on se sert de l'IA parce qu'on connaît bien notre sujet. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont pour ou contre l'IA, mais ça ne change rien, l'IA est partout. L'IA se déverse dans tous les logiciels professionnels sans qu'on demande quoi que ce soit. Donc, l'insulte majeure, tu as fait ça avec IA. Tu as utilisé ChatGPT. Alors que la personne peut passer beaucoup de temps avec IA à décortiquer des sujets. Donc, il y a réellement un malaise qui est compliqué à décortiquer parce que, justement, on a aussi ce sentiment ça s'appelle, on a l'impression d'être l'imposteur.
d'un sujet. Quand on présente quelque chose, on utilise IA pour préparer, pour structurer, pour reformuler, pour générer même des fois les contenus. Donc le sujet en lui-même, dès qu'on en parle, c'est pas un sujet facile. Alors dans l'enseignement, c'est encore pire. Donc en fait, ils savent produire, mais sans forcément comprendre ce qu'ils font. Est-ce qu'on n'est pas en train, quelque part, de brûler des étapes ? De vouloir passer trop vite d'un rôle d'exécutant à celui d'expert, voire de manager, sans avoir construit les bases ? Alors tout à fait. En fait, construire les bases, c'est très très long. Il faut avoir conscience que oui, l'apprentissage, c'est un processus long. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'on donne des outils hyper puissants à des personnes qui sont encore débutantes dans leur parcours. Donc, quelqu'un qui s'attaque à des sujets de, je ne sais pas, planifier une année entière avec des posts sur LinkedIn, en fait, certes, c'est génial, mais derrière, il faut savoir qu'il faut avoir une aptitude de contrôle, de délégation. Donc, il y a un double poids, en fait. Il y a une double charge, ça veut dire c'est lui qui fait, c'est lui qui doit être son propre manager et c'est lui qui doit manager la machine. Donc, encore une fois, approuver la production de quelqu'un d'autre n'est pas du tout la même charge que produire et approuver en même temps. Donc, imaginons un groupe de personnes qui ne sont pas encore bien intégrées dans la vie active. Elles ont déjà ce rôle d'auto-manager et de manager IA. IA, c'est comme si c'était notre assistant, mais c'est un assistant qui n'est pas très dégourdi et qui fait beaucoup d'erreurs, où il y a les erreurs pratiquement à chaque production. Et à chaque fois, il faut avoir cette pression dans la tête. Oui, il faut que je dise que ça ne va pas, qu'il faut corriger et qu'il faut donner des consignes très claires. Donc, le niveau de langue, en fait, de langage, le niveau de vocabulaire, il doit être très précis. Parce que l'intelligence artificielle n'interprète pas, elle calcule. Donc, si on utilise les mauvais mots ou les mots qui sont trop flous, alors que la langue française, elle est quand même magnifique, hein, elle est pleine de mots très riches, mais ce ne sont pas forcément les mots les plus précis. Donc, quelqu'un justement qui doit travailler avec IA doit être aussi comme un stratège. On doit avoir la finalité et on doit savoir à quoi ça doit ressembler finalement. Voilà le rendu final qu'on attend. Il doit être à la hauteur du public cible. Donc, il faut bien connaître son public cible, il faut faire des analyses préalables, etc. Donc, il faut vraiment des années pour créer toutes ces connexions neuronales qui vont nous mener à mémoriser, analyser, créer. Et en fait, les formateurs sont responsables du parcours des apprenants, certes, mais les apprenants adultes sont des professionnels responsables des résultats futurs. Donc, ils portent sur leurs épaules vraiment ce poids de l'évolution. Et en fait, ils ne sont pas forcément conscients quand ils sont en apprentissage. Il faut leur montrer. Il faut leur montrer où ça va les amener, qu'il y a la concurrence derrière la porte. Une fois qu'ils vont sortir de l'école, ils vont être confrontés à tout ce monde des entreprises qui sont en concurrence, des prestataires. On n'a pas conscience de tout ça quand on est à l'école. Et ça pose une autre question derrière. Et si on arrive à valider sans vraiment vérifier, pourquoi est-ce qu'on fait autant confiance à l'IA aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'est pas en train de lui donner une forme d'autorité sans vraiment la questionner ? Alors là, on peut partir dans des analyses très poussées, mais il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Donc, en fait, moi, j'aime bien chercher les raisons pour lesquelles, déjà, on fait confiance, pour lesquelles ça ne va pas. Donc, certes, c'est la question qui dérange. Maintenant, on sait qu'on assiste à une sorte d'un sujet sans précédent. Il n'y a jamais eu le cas avant dans l'histoire de l'humanité où il y a eu tellement de problèmes sur le plan cognitif. Donc en fait, le déclin cognitif, il a déjà commencé bien plus tôt, avant bien l'intelligence artificielle. Donc on sait que depuis 2010, on observe, et en fait ce sont des analyses qui sont poussées, qui sont documentées par pays.
Donc, on sait que l'exposition aux écrans, ça a amené des groupes de population, justement, qui ont été analysés, à avoir des problèmes de mémoire et problèmes de langage. Donc, c'est dans cette période-là, en fait, qu'il y a eu justement une exposition aux écrans, l'arrivée des réseaux sociaux également. Et en fait, l'IA est arrivée après. Donc, on ne peut pas dire, oui, c'est la faute à l'IA. C'est absolument, on ne peut pas le dire parce que chronologiquement, ça ne correspond pas. Voilà. Donc, certes, quand on utilise l'IA, on a la tendance à avoir un peu le cerveau qui s'endort. On ne cogite pas si fort que comme quand on lit un livre. L'outil il est tellement performant qu'on a envie de se reposer dessus. Mais même ceux qui sont les plus chevronnés, ceux qui utilisent Claude version payante, donc on se dit oui, Claude version payante quand même, c'est une garantie. Non, mais pas du tout. Les utilisateurs, ils disent eux-mêmes, il faut absolument tout vérifier. Parce que tu peux livrer des chiffres à l'IA. L'IA va remodeler une certaine partie et te fournir des résultats complètement faussés. Donc derrière chaque IA, il faut qu'il y ait un humain. Et donc, ce qui va arriver plus tard, c'est qu'il y aura deux groupes de population. Il y aura ceux qui sont déjà très avancés dans leur métier, dans leur domaine d'analyse, dans leurs expertises. Et en fait, eux, ils vont se servir de l'IA comme quelque chose qui va les propulser encore plus loin. Ils vont réfléchir mieux, parce que c'est vrai qu'on peut confronter toujours ce qu'on pense avec ce que l'IA sait, et comme ça, on avance encore plus loin. Et il y en aura aussi ceux qui ne sont pas encore très chevronnés, ceux qui sont débutants. Ils n'ont pas encore toute cette capacité de jugement. Ils ne contredisent pas à l'IA. Et pour eux, l'IA ne va pas vraiment apporter grand-chose. Les gens se sentent davantage noyés sous des informations qui arrivent de toutes parts. L'IA génère une activité, une certaine croissance en termes d'information, d'apport en information, mais cette information doit être gérée ensuite. Et on ne sait pas forcément faire des économies du temps, alors que le temps, c'est la seule ressource qu'on ne peut pas multiplier. Donc je reviens au sujet de l'autorité qu'on donne. En fait, on cède plutôt l'autorité. On décide de ne pas être le juge ou celui qui critique. On veut juste rester tranquille devant l'ordinateur et de laisser l'IA décider à notre place. Donc c'est vraiment un choix, c'est un positionnement, mais ceux qui ne veulent pas s'opposer en fait au raisonnement de l'IA, finalement ce sont des mauvais clients des outils qu'ils payent. Parce que le bon client, c'est celui qui critique. Le bon client, c'est celui qui dit « ça ne me convient pas ». Il y a seulement à ce moment-là que l'IA peut s'améliorer au fur et à mesure. Parce que l'IA apprend tout le temps. Cela dit, en fait, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on donne l'autorité à l'IA. C'est contre-productif. Donc si on résume, il y a un vrai risque de dépendance, voire même, comme tu le dis, d'un cerveau qui s'endort. Alors concrètement, aujourd'hui, comment on fait pour continuer à apprendre à réfléchir et surtout devenir vraiment compétent avec l'IA ? Après un peu de réflexion, après les échanges que j'ai pu mener avec des autres formateurs, en fait, le problème, c'est un peu comme faire du sport. Il faut faire du sport pour progresser. Donc, le cerveau, c'est un muscle. Pour moi, pour rester compétent, il faut muscler son cerveau avant d'utiliser la routine, l'automatisme. Et en fait, à notre époque, les formateurs, ils disposent de toutes sortes de méthodes actives d'apprentissage. Et c'est maintenant que ça prend tout son sens parce que face à ce déclin cognitif qu'on remarque, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire. Ça touche des jeunes, ça touche aussi des adultes. Et cela n'est vraiment pas la faute de l'intelligence artificielle.
mais elle-même, elle est vraiment un tsunami dans les process cérébraux. On ne sait pas vraiment comment être confronté à tout ça avec un peu plus de sérénité. Ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on croit que nos emplois ils vont être supprimés à cause de l'IA, alors que les emplois sont en train de céder à complètement autre chose. Et on a du mal aussi à verbaliser certains éléments parce que justement, il y a tellement d'incertitudes face à tous ces mouvements, des mouvements économiques, des mouvements sociaux. Donc, les formateurs, ils sont un petit peu entre les deux, entre le public qui est en déclin cognitif, entre ces enjeux des futurs emplois. Mais en fait, ils ont quand même encore beaucoup de pouvoir. Et donc, ils peuvent agir sur tous les leviers. Ils ont des outils pour redéfinir les cours et engager les apprenants par la pratique. Et l'intelligence artificielle est là plutôt pour aider les formateurs à synthétiser les cours, par exemple, pour les rendre un peu plus optimisés sur la mémorisation. Donc, en fait, il faut revenir aux basiques. Les formateurs, en fait, c'est des personnes qui sont très impliquées dans ce qu'elles font. C'est souvent des experts dans leur domaine. Et en fait, ils peuvent, avec l'IA, illustrer des idées complexes, mais simplement. Appliquer les méthodes, comme par exemple Falk, facile à lire et comprendre. Et ainsi répondre aux besoins des bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est un terme utilisé par Calliope. C'est important parce que quelqu'un qui est étudiant, quelqu'un qui est apprenant, il bénéficie des services de formation. Donc, on a quand même un devoir d'aider ce bénéficiaire à retenir, réutiliser l'information, améliorer ses capacités de langage. Car c'est là vraiment où le déclin s'installe. Mais cela n'est pas permanent. Et maintenant, quelques mots à destination des parents, des jeunes enfants, parce que les parents savent déjà que le temps passé sur les écrans, c'est un temps à risque. Donc, il y a déjà des résultats scientifiques depuis plusieurs années, depuis même des décennies, qui démontrent que plus l'enfant reste devant les écrans, en fait, moins le cerveau s'active. Donc, on revient aux sources, au naturel. Toute l'activité créative est un investissement dans l'intellect de l'enfant ou jeune adulte. Donc, la lecture, le dessin, les arts en général, l'écriture manuelle, musique, sport, interaction sociale, mais réelle, bricolage. Vraiment, toute l'activité hors écran est précieuse. Donc, il ne s'agit pas d'interdire, mais de doser, de rééquilibrer. Et cela s'applique aux adultes également. Donc, pour moi, en tout cas de mon point de vue, pour profiter de l'intelligence artificielle, des jeunes humains doivent muscler le cerveau hors écran pour être capables de manager la machine dans les limites du temps disponible. Et tout ça dans l'objectif de décrocher un job et construire de nouveaux emplois dans l'avenir. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Justina. Merci à toi. Et on va passer à la conclusion. Donc, ce qu'on retient de cet échange, finalement, c'est assez clair. L'IA n'est pas le problème. Le vrai enjeu, c'est notre posture face à elle. Aujourd'hui, on peut produire vite, très vite, mais produire ne veut pas dire comprendre. Et c'est là que naît le piège. Une illusion de compétence, on sait faire, sans savoir expliquer. On valide sans vraiment vérifier. On avance sans toujours construire les bases. Alors la clé, elle est simple, mais exigeante. Continuer à penser. Accepter l'effort, apprendre à questionner, pas juste utiliser. Parce qu'au fond, l'IA ne remplace pas l'intelligence. Elle révèle ce qu'il utilise vraiment. Et demain, la différence se fera là, entre ceux qui pilotent la machine et ceux qui la subissent. C'était AFIP Podcast, merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à vous abonner. À très vite.